Bonsoir. On m'a dit t'inquiète pas, la salle est petite, t'as la voix qui porte, ce sera super. C'est faux. La vie m'a doté d'une belle voix pour faire de l'ASMR, donc je suis très content d'avoir un beau micro en main, ça me fait vraiment plaisir. Puis en plus ça me permet de me calmer parce que là j'ai le cœur qui tabasse, c'est super. Bonne ambiance. Bonsoir à tous, je m'appelle Klaus Mortreux, je suis Frontal Technical Lead au sein de l'agence Blackbird Agency. On est une agence qui a maintenant 10 ans et on fait du Magento depuis 10 ans. Et spécifiquement, on fait du UVA depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et avec mon très cher collègue Seb qui n'est pas dans la salle, on est un peu les, on est un peu les pionniers de UVA au sein de Blackbird. Alors, vous avez déjà vu cette slide plein de fois. J'aimerais attirer votre attention sur une grosse typo que je me permets de mettre un petit peu en lumière. Willkommen in Strasbourg, parce que Blackbird est made in Alsace, bien évidemment, quand même. Merci. Nous sommes basés à Strasbourg, donc on a fait le déplacement aujourd'hui pour le Meet Magento qui nous accueille avec d'ailleurs beaucoup de qualité. Franchement, pour une première, c'est vraiment incroyable. Ça ou va ou pas, ou en français comme on dit ça y va ou pas, vu qu'on a beaucoup de mal à prononcer ce superbe mot. J'aimerais commencer ce support avec cette belle phrase: la web performance, c'est le paradigme d'objectiver un art. On l'oublie souvent, mais c'est vrai, le design, l'UI, l'UX, c'est des choses qui sont très importantes pour la performance, mais avant toute chose, c'est aussi une forme d'art, parce que si vous avez une DA qui se décolle beaucoup plus des autres, vous avez beaucoup plus de chances d'attirer le chaland sur votre e-shop. Mais comme tout bon art, c'est pas forcément la chose la plus pragmatique et la plus utile. C'est pour ça qu'on a des gros impacts. On les connaît tous, notamment sur le SEO, sur les taux de rétention, sur les rankings, sur l'UI, l'UX et bientôt sur l'accessibilité. On en est tous conscients. Il y a pas mal de régulations qui passent, notamment au niveau européen, incessamment sous peu. Et c'est là qu'arrive, tel un héros pourfendant le dragon, UVA sort des ombres et vient à notre rescousse. C'est un peu l'apologie de l'ordre au milieu d'un chaos ambiant qui est le développement web. Moderne, accessible et Core Web Vitals friendly, on va revenir dessus. UVA, c'est un peu la solution magique et si vous n'en faites pas, je ne peux que vous inviter à en faire incessamment sous peu. Alors, outre faire la pub de UVA, promis, on va parler de choses vraiment très sympathiques. C'est vrai que je ne suis pas spécifiquement... je ne suis pas un Magento évangéliste comme beaucoup peuvent se targuer de l'être. Je suis un gros UVAN. Je suis très très fan de UVA et de tout ce qu'ils font. Mais avant toute chose, on va parler de ces très belles lettres CWV, INP, CQFD. Il y en a vraiment un sacré nombre. Tous ces acronymes, ils ont quand même un sens dans l'abécédaire des Web Vitals. Alors vous les connaissez probablement. On va retrouver le FCP, le First Contentful Paint, le LCP, le Largest Contentful Paint, la SI, le TBT, les CLS. Alors si tout le monde regarde un petit peu les news sur son téléphone, les CLS, c'est ce qui fait qu'à chaque fois que vous ouvrez 20minutes.fr ou Le Monde, vous voulez cliquer sur le petit article du sommaire, puis en même temps vous lancez la petite pub, puis vous finissez sur Boulanger à acheter un micro-ondes que vous n'aviez absolument pas envie d'acheter. Voilà, c'est exactement ça, c'est ça les CLS. Et puis le petit dernier arrivé, c'est l'INP, c'est l'Interaction to Next Paint. Alors on va revenir très très rapidement dessus. FCP et LCP, grosso modo, c'est les images et les médias. Est-ce que votre image elle est dans le bon poids, dans la bonne taille? Est-ce que c'est le bon format? Maintenant, si vous faites un peu du web moderne, c'est du WebP et du WebM pour les images et les vidéos. La SI, c'est le temps de réponse. Alors on a tendance à croire que c'est le temps de réponse purement système, mais en fait non, c'est le moment entre l'appel à la page et le premier résultat visuel de votre page. Les TBT, Total Blocking Time, c'est le temps que prend le navigateur à évaluer tous vos scripts et tous vos styles. La question à vous poser, c'est est-ce que tout ça c'est bien minifié? Est-ce que c'est servi dans des formats un peu modernes, le JZip et le Brotli? Normalement, votre CDN est censé le faire pour vous. Grosso modo, le TBT, c'est quoi? C'est un temps d'interprétation. On a les CLS, on en parlait un petit peu derrière, un petit peu juste avant, c'est l'indice de consistance visuelle, c'est la consistance de l'affichage de votre site au fur et à mesure que le temps s'écoule quand vous arrivez sur une page. Est-ce que entre le moment où la page vous donne sa première réponse et le moment où elle a fini de charger, vous avez toujours le même résultat en front et vous n'avez pas 150 choses qui défilent à l'écran? Et puis, si on fait un petit flashback, il y a un an, j'avais 30 cm de cheveux de plus et probablement 5 kg aussi. Mais en tout cas, le 12 mars, l'INP est arrivé pour remplacer la FID, la First Interaction Delay. Cette nouvelle Core Web Vitals, elle évalue le temps des inputs sur votre page. La FID évaluait le premier temps d'interaction entre un comportement utilisateur, donc un key press, un key down, un click, un tap, et le temps que ça prenait pour le navigateur de renvoyer une réponse visuelle.
visuel. C'était très cool, mais Google a dit c'est bien, mais en fait sur une page on ne fait rarement qu'un seul clic, on va faire plutôt plusieurs clics. Et donc l'INP se dit on va faire la même chose, sauf qu'à la place de prendre que le premier, on va prendre 100% des inputs sur une seule page et on va garder le 75e percentile, on va regarder la durée de tous les inputs, on va jarter les extrêmes à gauche et à droite et on va garder l'input le plus long, on va dire médian, et de dire c'est ça l'INP. Donc ça nous donne cette super soupe au lait de variables dans tous les sens. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a un problème de jargon, parce qu'on dit toujours oui, les Core Web Vitals, les Core Web Vitals. Ça, c'est pas des Core Web Vitals, c'est juste des Web Vitals. Les Core Web Vitals, réellement, il n'y en a que 3, c'est celle-ci. C'est la LCP, la CLS, et donc du coup, la toute nouvelle, l'INP. Les Core Web Vitals, ça permet à Google de dire votre site, il a une bonne note ou il n'a pas une bonne note. Un petit peu comme moi, quand j'étais en première, j'avais des mauvaises notes sur mon bulletin, Google fait pareil, il dit passed ou pas passed. Comment il définit ça? C'est simple, sur chacune des Web Vitals observés, il faut un minimum de score. Donc sur le LCP, il faut avoir un chargement inférieur à 2,5 secondes. Sur l'INP, il faut avoir des temps de réponse à 200 millisecondes ou moins. Et sur la CLS, c'est probablement la plus dure à avoir, il faut avoir une consistance visuelle inférieure à 0,1. Alors c'est un peu arbitraire comme valeur, mais la CLS, c'est vraiment pas beaucoup. C'est le moindre pixel qui bouge, c'est un petit peu de scoring qui s'en va un petit peu derrière. Core Web Vitals, c'est très important. C'est l'avantage des cheveux longs, ça. Le Core Web Vital, c'est important de le souligner, c'est de la donnée réelle évaluée par Google, c'est-à-dire que c'est forcément de la data collectée sous les 28 jours de réelle expérience utilisateur. Si demain, vous avez un dev front qualifié qui s'occupe de refondre 100% de votre site et qui corrige les Core Web Vitals, vous ne verrez pas de résultats magiquement le lendemain sur PageSpeed. Il faudra attendre 28 jours pour être sûr que vous avez suffisamment de collecte de data pour que Google dise c'est bon, vous avez une bonne note et vous passez à la suite. Alors dans l'e-commerce, on est quand même parti pour parler un peu de ça. L'INP, où est-ce qu'on peut le retrouver? Typiquement, un exemple concret, si vous avez un ajout au panier en Ajax sur votre tuile produit, vous allez avoir envie que quand l'utilisateur rajoute le produit à son panier, vous mettez un petit loader visuel sur votre tuile en question. Le TBT, l'INP, c'est exactement ça. C'est combien de millisecondes se sont écoulées entre le moment où l'utilisateur a appuyé sur le bouton de la taille et combien de temps le navigateur prend pour afficher ce joli loader à l'écran. Alors ça paraît anecdotique, mais dans l'e-commerce, il y en a beaucoup des situations comme ça. On peut citer du coup l'Ajax ATB, une mise à jour du mini-cart si vous le faites en Ajax aussi, le chargement des variants sur votre fiche produit. Si vous avez un t-shirt avec plein de coloris, on va évaluer combien de temps ça prend de charger le nouveau coloris s'il est fait en Ajax. Si vous avez une PLP, un listing produit qui fonctionne en Ajax, combien de temps ça prend aussi pour ajouter ou supprimer des filtres. Tout ça, ça va contribuer à votre INP et donc derrière à votre indice de performance. Maintenant qu'on sait ce que c'est l'INP, comment est-ce qu'on s'en défait? Parce que c'est une très belle Core Web Vitals, mais c'est aussi quelque chose de disgracieux, on va dire, à gérer. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, croiser le fer avec l'INP grâce à XDFR. Alors là, c'est là où on rentre un peu dans le dur du sujet. Uva a rajouté une nouvelle directive qui s'appelle XDFR, une directive Alpine, qui se plug exactement au même endroit que la déclaration d'un component classique XData. On va retrouver juste en dessous cette nouvelle déclaration qui s'appelle XDFR, qui va permettre, comme son nom l'indique, de déférer le chargement d'un component Alpine à la valeur qu'on va lui passer en argument. Alors, quelles sont ces valeurs? Donc, 4 mousques défer, comme j'aime bien les appeler. Il y en a 4. Le premier, c'est le plus utilisé, c'est intersect. On va décorréler le chargement de son component Alpine à l'intersection du component avec le viewport de l'utilisateur courant. Donc, tant que votre tuile produit, par exemple, qui est chargée dans un component Alpine n'est pas visible à l'écran de l'utilisateur, on ne va pas charger ce component-là. Donc, on va économiser au navigateur toute la charge de se dire, j'ai peut-être pas besoin de ce component tout de suite. La deuxième valeur, c'est XInteract, qui permet de déférer une pléthore de components à l'interaction de l'utilisateur sur la page. Alors, ce n'est pas sur le component, c'est vraiment sur la page. Tant que l'utilisateur n'interagit pas sur votre page, on ne va pas charger les components qui sont associés. Une interaction, c'est quoi? C'est forcément un clic, un scroll, un tap, un mouse over, un key down, pas autre chose. Très utile typiquement pour déférer le chargement d'un burger menu mobile. Si votre utilisateur arrive sur un site, il va vouloir un peu scroller ou même taper un petit peu à côté. Tout ça, ça vous permet de déférer le chargement de vos components.
Le troisième, un peu plus spécifique, c'est idle. Ce deferring permet de précharger des components quand le navigateur est prêt. Alors ça sonne un peu magique comme ça, mais le navigateur va faire un certain nombre de choses et quand il juge qu'il a la charge human thread nécessaire, et ben il va se dire c'est bon, maintenant je peux aller loader tous les components qui sont bindés à idle. Comme on le sait, nos navigateurs sont super fiables, on n'a jamais de problème, tout fonctionne absolument parfaitement. Uva a dit on va quand même mettre un timeout et ce timeout il est fixé par défaut à 4 secondes. Donc si vous voulez l'éditer, bien évidemment il y a une conf dans le back-office, mais au pire des cas, tous vos components qui sont bindés sur idle, ils seront de retour d'ici 4 secondes ou le délai imparti. Un exemple très concret qu'on a utilisé chez nous, c'est le tracking. Si vous avez un TP vraiment spécifique, un plan de tracking dense, et ben vous pouvez tout déférer dans idle et du coup ce sera chargé quand ce sera chargé, pas besoin de surcharger la machine avant. De toute manière, si le client est parti, l'information peut être utile mais pas trop. Enfin, on a le dernier qui est vraiment le plus custom. On peut déférer des choses sur un événement avec la syntaxe event name étant l'événement que vous souhaitez écouter. Comme son nom l'indique, ça fait exactement ce que ça dit. C'est qu'on défère le chargement d'un component dès qu'on a l'événement renseigné en question. Alors sur Uva, si vous avez fait un peu de Uva, vous savez qu'on a un événement typiquement sur le minicart. Si vous ouvrez le minicart, vous avez un event toggle minicart. Vous pouvez dire pour votre cross-sell, si vous avez du cross-sell minicart, je vais charger tout mon cross-sell uniquement si je sais que j'ai togglé mon minicart. Vous allez vous avoir une idée de la charge. C'est cool, mais c'est dense. Ça fait beaucoup de choses. C'est là qu'on est content de faire du Uva, parce que depuis la version 1.3.7 de Uva, XDFR est inclus nativement dans le thème natif. Donc si vous avez un Uva 1.3.7 que vous n'avez pas trop customisé, tout ça, vous n'avez pas besoin de vous en soucier parce que c'est déjà fait pour vous. Là où ça se corse un petit peu, c'est pour tous vos sites inférieurs à 1.3.7 sur la version de Uva thème. Vous devez peut-être repasser un peu dessus. Pour ça, il y a deux solutions. La première solution, c'est de repasser sur 100% de votre site et de repasser sur tous vos components custom, rajouter les deferring adéquats, retester tout ça. Ça peut être, on ne va pas se mentir, un peu capricieux et ça va surtout coûter beaucoup d'argent. La première option, c'est d'injecter des deferring de components directement dans les layouts et à ce moment-là, vous pouvez passer des sélecteurs directement dans le item name de cet argument de layout et préciser quelle est la valeur du XDeferring que vous souhaitez réaliser derrière. Vachement pratique si vous voulez cibler par exemple tout votre listing et vous dites sur tous les components tuiles, on va passer directement ça dessus et on va déférer toutes les tuiles de mes produits sur mon catalogue index. Autre option, encore plus simple, directement depuis le back-office, vous pouvez renseigner pléthore de sélecteurs avec des valeurs de deferring adéquats, ce qui vous permettra littéralement en 3 clics de rajouter du XDFR à la volée partout sur votre site, sur tous les sélecteurs en question. À savoir, si vous avez déjà un Uva qui est optimisé, donc depuis la 1.3.7, pensez quand même à désactiver cette configuration ou à les clean up parce que ça ne sert à rien d'avoir du multiple deferring sur les mêmes components, c'est juste pas pertinent. Alors, est-ce que ça marche, XDFR? C'est un peu la question qu'on m'a posée. Oui, XDFR, ça fonctionne. Sur notre très nouveau site qui n'est pas encore en prod, beaucoup de force à mon collègue, pour la semaine prochaine, on a fait des tests et effectivement, on a suivi toutes ces recos à la lettre et on arrive avec une homepage qui est quand même très lourde sur desktop et sur mobile à des scores de performance qui sont supérieurs à 90%, 92% sur mobile, 100% sur desktop, c'est quand même plutôt très raisonnable. Sachant que pour des raisons de confidentialité, vous avez juste ces petites images-là parce que le site n'est pas encore live, mais on est quand même sur des choses qui sont très lourdes. Il y a du custom à toutes les sauces possibles et imaginables, du cross-sell, des animations, de la transition, machin, truc bidule. On arrive quand même à ces résultats-là, donc les XDFR, ça fonctionne. Pas de supputation pour les speculation rules. On va voir tout à fait autre chose. J'adore varier les sujets. Speculation rules, c'est toujours un sujet de la performance. Comme vous le savez, si vous êtes dev front, ça bouge tout le temps. Et le monde du développement nous attend rarement, que ce soit les navigateurs, les librairies, les frameworks, tout évolue en permanence. Et il y a un peu plus d'un an, on a eu une nouvelle API qui s'appelle la speculation rule qui a vu le jour. Alors, si vous vous ennuyez le samedi et que vous savez que vous devez réaménager votre appart, il y a de fortes chances que vous vous retrouvez dans une enseigne suédoise, très bleue, très jaune, et vous vous retrouvez donc à Ikea, et la première chose que vous faites, c'est vous dire, tiens, je vais regarder un peu le rayonnage. Et vous allez vous retrouver devant cette jolie carte, ou alors vous retrouvez embarqué sur le chemin prédestiné pour vous, et vous allez suivre rayon après rayon, la cuisine, la salle de bain, la chambre, ce genre de choses-là. Les speculation rules, c'est exactement pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a une expérience
expertise forte dans nos métiers, c'est qu'on sait plus ou moins définir le parcours utilisateur. On sait que si quelqu'un arrive sur une home page, il y a de fortes chances qu'il finisse sur un listing produit. Depuis le listing produit, il y a de fortes chances qu'il arrive sur une fiche produit. Et bien, ce rayonnage-là, on va l'indiquer au navigateur et on va lui dire: si tu es sur la home page, précharge-moi toutes les catégories. Si tu es sur une catégorie, précharge-moi toutes mes fiches produits. Ça permet de préfetcher et de pré-renderer des pages entières du navigateur dans le cache navigateur. Alors ça paraît un peu magique comme ça, pour autant c'est quand même un peu coûteux. Par contre, au niveau de la performance, on a quand même des gains assez importants pour le ressenti utilisateur, parce qu'à la place de cliquer, d'attendre 5 secondes que votre page se charge, vous allez cliquer, la page sera déjà pré-rendue, ou en tout cas partiellement pré-rendue. Point important, si vous utilisiez déjà Link Rel Prefetch, les Speculation Rules arrivent un peu en remplacement de cette directive-là, qui était très utile, mais qui avait quand même deux limitations. La première, on ne pouvait pas appliquer de cache à cause des headers cache control. La deuxième, c'est que la navigation cross-site n'était pas fonctionnelle avec cette directive. Alors, Link Rel Prefetch reste utile si vous voulez préfetcher des ressources externes. Si vous voulez faire du preloading de vos pages en entier, il vaut mieux se baser sur les Speculation Rules. Les Speculation Rules, il y en a deux. Il y a Pre-Render, qui est la Speculation Rules la plus forte qui existe. On va vraiment donner comme indication au navigateur de pré-télécharger l'entièreté des ressources et de pré-render l'entièreté du DOM dans le cache du navigateur. C'est très coûteux, cependant, le gain pour le ressenti utilisateur est très fort. L'autre option, c'est de préfetcher, c'est là où on se retrouve un petit peu avec l'héritage de Link Rel Prefetch, c'est qu'on va demander à télécharger uniquement le body des pages renseignées ainsi que les ressources extérieures. On a un gros gain d'import quand même, pas aussi significatif que pour le pré-render, mais surtout on a un faible coût. C'est-à-dire que tout ce que vous allez télécharger dans le... Oups, je spoil. Tout ce que vous allez télécharger dans le navigateur, s'il n'est pas consommé, c'est pas très grave. Vous n'allez pas surcharger le navigateur pour autant. Donc au pire des cas, si vous préfetchez des choses pour rien, c'est pas très grave, il ne va rien se passer. Dans tous les cas, que vous fassiez du pré-render ou du pré-fetch, vous avez la possibilité de préciser une règle de eagerness, qui est une règle d'instruction, de conditionnage plutôt pour le préfetchage de vos pages. Oui, elles sont au nombre de 3. On a immediate, c'est-à-dire que dès que vous arrivez sur une page, le navigateur va voir que vous avez des speculation rules. Dès qu'il est disponible, il va aller préfetcher, pré-render toutes les pages renseignées dans la speculation rules. C'est pertinent sans vraiment trop l'être, parce qu'il y a de grandes chances que vous allez télécharger tout un certain nombre de pages sur lesquelles l'utilisateur n'ira absolument pas, et donc du coup vous vous retrouvez à avoir des choses en cache qui ne servent à rien. L'autre option, c'est de faire du moderate, c'est-à-dire qu'on va aller préfetcher selon les règles indiquées pour le pré-render et le pré-fetch, toutes ces pages-là uniquement si vous constatez un fonctionnement utilisateur qui vous indique qu'il veut aller sur ces pages. Et pour ça, rien de mieux que d'observer le hover d'un utilisateur sur un lien. Donc si un utilisateur met sa souris sur un lien, le navigateur va aller préfetcher tout ça et le rendre à dispo. Et enfin, le dernier, c'est un peu le plus tangible, c'est conservative. On reste sur le fonctionnement natif. Finalement, on va cliquer sur le lien et on va aller télécharger la ressource. La grosse différence, c'est que conservative va télécharger la page suivante au clic, donc au mouse down, et non pas au mouse up, ce qui est le comportement natif du navigateur. Ça semble anecdotique, il y a cependant un gain de performance qui n'est pas négligeable derrière. Beaucoup plus faible cependant qu'un vrai moderate ou un immediate. Alors tout ça c'est cool, et c'est encore plus cool quand on regarde à quoi ça ressemble, parce que c'est juste fat. Si vous saviez déjà pas faire des regex de tête, je vous invite absolument à tester les speculation rules, c'est super, la syntaxe est fantastique, on s'en sort très bien. On peut préciser du coup avec des règles de sélecteur simplement ce qu'on veut chercher à préfetcher, si on veut faire du préfetch, du pré-render, et spécifier l'eagerness qui va avec. Bonne nouvelle, on est sur Uva, donc la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'aller dans le back-office et de cliquer prefetch true, save, et ça prefetch. C'est beau, hein? Valable depuis Uva 1.3.7, c'est quand même plutôt pratique, c'est plutôt on va dire vieux pour Uva. Uva se met quand même plutôt pas mal à jour, donc il y a de fortes chances que vous ayez le préfetchage d'activé, enfin d'activable sur vos Uva. Alors si on regarde légèrement sous le capot de ce que fait Uva, on voit que les speculation rules sont assez simples. Pour toutes les pages qui finissent en HTML sur n'importe quelle page, on a un préfetchage de type pré-render avec un eagerness moderate, c'est-à-dire que sur toutes les pages, si un utilisateur fait un hover sur un lien, on va aller télécharger l'ensemble des ressources distantes, l'ensemble du body, on va essayer de pré-render cette page et le rendre dispo au clic. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a probablement des pages sur lesquelles vous savez très bien que l'utilisateur n'a pas besoin d'aller, ou en tout cas qui ne sont pas pertinentes à préfetcher. Pour ça, il suffit simplement de rajouter la class name do not pre-render, assez explicite, et vous esquivez tout ça.
Une petite limitation cependant, si vous l'activez, sachez que le prefetching n'est pas disponible ni sur Firefox ni sur Safari, ce qui représente quand même une petite part de marché. Cependant, au pire des cas, si c'est activé, ça ne fonctionnera simplement juste pas, donc vous ne risquerez pas de casser quoi que ce soit derrière, vous avez tout à gagner à l'activer et à viser après. On arrive enfin à la partie la plus fun. Est-ce qu'on a des dev front dans la salle? Un petit peu, de près, de loin? Ah, super. Donc tous les dev bugs, vous pouvez ignorer cette partie, ça ne vous concerne pas. Chez le CSS, le coloriage, ça ne vous parle pas trop, mais c'est exactement de ce dont on va parler. Les View Transitions API, c'est quelque chose qui est arrivé il y a à peu près 3-4 ans et qui a été rendu disponible réellement en mars de l'année dernière. Décidément, tous les chemins mènent à mars 2024. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Google a dit on fait tout à ce moment-là. Les View Transitions, ça permet de rendre un site quasiment seamless en termes de chargement de page. Donc là, ce qui se passe sur cette jolie vidéo que j'ai piquée de Chrome for Developer, c'est que vous changez réellement de page. On le voit dans l'URL tout en haut que le navigateur change de page, mais pour l'utilisateur, on n'a pas l'impression de quitter la page courante. Et tout ça, c'est fait grâce à des transitions CSS. C'est pour ça que je parle de DevBack. Pas de panique si vous ne suivez pas. Pour une fois qu'on peut semer les devbacks et avancer entre nous. Alors, les View Transitions API, ça fonctionne grâce à deux choses, grâce à du CSS et un peu de JS. Il y a une nouvelle directive qui est accessible en CSS qui s'appelle Add View Transitions et on a ensuite pseudo-sélecteur CSS à dispo qu'on verra juste après. On a aussi une pléthore d'événements JS. Je ne reviendrai pas dessus parce qu'à moins d'avoir des usages vraiment concrets, ça n'a pas vraiment d'importance. On va manipuler 100% du DOM. C'est là où c'est un peu magique, c'est que le CSS, c'est quand même censé être un peu optionnel. On se dit, si le CSS n'est pas là, le site il marchera très bien quand même. Ce sera peut-être un peu laid, mais voilà. Mais en fait, on va manipuler des choses très sensibles juste avec du CSS, et c'est ce que je trouve le plus beau avec cette API. Alors on a cette nouvelle property qui s'appelle Add View Transitions, qui a qu'un seul attribut, qui est Navigation, qu'on passe soit à auto, soit à none. Si c'est auto, c'est qu'on active les View Transitions, et si c'est à none, c'est simplement qu'on ne veut pas de View Transitions. Ensuite, on a le premier, qui est forcément le plus important, pseudo-sélecteur, qui est View Transition. C'est le root element qui va contenir toutes vos transitions du DOM, qui va tenir 1 à n View Transitions Group, qui est l'élément juste après, c'est bien fait. View Transitions Group qui permet de contenir un ou plusieurs éléments enfants qui vont être des View Transitions. View Transitions tout court en fait. Les View Transitions, elles sont au nombre de 2. Vous avez la View Transitions Old et la View Transitions New. C'est des snapshots de la page courante pour View Transitions Old et le snapshot de la page suivante, donc de la nouvelle page sur View Transitions New. Et enfin, on a un dernier pseudo-sélecteur qui est un peu archaïque, qui est View Transitions Image Pair, qui contient finalement 100% de votre snapshot ancien et de votre snapshot nouveau. Alors comme c'est très clair, même pour moi, je vous invite à consulter ce bel arbre comparatif des View Transitions de MDN-Docs, qui permet simplement de résumer tout ça. On a donc un parent sur View Transitions, un deuxième parent sur View Transition Group, et ensuite on a notre image pair, View Transitions Old qui contient le snapshot de la page actuelle, View Transitions New qui contient le snapshot de la prochaine page. Alors vous voyez qu'on parle quand même souvent de route étant l'élément par défaut. Réellement, on peut passer des idents derrière. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que si vous déclarez des View Transitions avec des noms spécifiques, comme ici View Transitions Name Header, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du hole punching. Vous allez pouvoir sélectionner des éléments de votre DOM, les activer dans les transitions ou non pour pouvoir avoir des animations un peu funky. Si on regarde cet exemple de plus près, pour une fois je ne l'ai pas piqué, je l'ai fait, parce qu'il faut quand même faire les choses de temps à autre soi-même. On a simplement une View Transitions Navigation Auto qui permet d'activer toute cette API. On a un Transitions Group sur route qui définit une animation duration à 1 seconde, parce qu'on aimerait bien transiter pendant 1 seconde, histoire que ce soit un peu joli. Sur l'ancienne page, donc la page courante, on va appliquer une animation slide down. Sur la nouvelle page, on va appliquer la même animation mais en reverse pour faire un slide up, tout simplement. On a une keyframes qui déclare l'animation CSS sur laquelle on va transiter, qui s'occupe simplement de faire un translate Y sur l'ensemble de la page. Et derrière, c'est là où on retrouve la logique de hole punching. On va décider que le header, spécifiquement, va rester en dehors des transitions. Et ça nous donne cette chose absolument incroyable, où dès que vous cliquez sur un lien, le header reste bloqué. Vous avez 100% du DOM qui s'occupe de transiter. L'utilisateur n'a pas l'impression de quitter la page, parce qu'il est réellement un petit peu trompé en se disant le header reste bloqué, mais on ne fait que transiter le DOM derrière.
Alors si vous êtes un petit peu moins artistique et que vous préférez des choses un peu plus traditionnelles, comme d'habitude, UVA a rendu les choses très simples. Depuis la 1.3.10, il suffit simplement d'aller dans le back-office et de cliquer sur View Transitions True, faire sauvegarder, vider les caches, et puis c'est parti. Alors si vous posez la question... Ah merde, je spoil. Si vous posez la question d'à quoi ressemble l'animation de base du UVA, c'est très simple, c'est un fade-in vraiment smooth entre les différentes pages qui permet de pas trop perdre l'utilisateur. Cependant, si vous voulez faire des choses beaucoup plus custom ou cosmiques, libre à vous de laisser votre esprit créatif et chaotique se libérer là-dedans. Si on revient 2 secondes sur ce que fait réellement UVA, ça fait grosso modo ce qu'on a décrit. On a une View Transition Navigation Auto qui est déclarée. Là où il y a 2 choses importantes, c'est qu'on a un test sur le Prefers Reduce Motion pour toutes les personnes qui seraient épileptiques ou qui ne souhaitent pas avoir trop d'animations au sein de leur navigateur. On ne va donc pas jouer les animations pour éviter de les frustrer. Et spécifiquement dans le cadre d'UVA, il y a un test si on a des images produites, de les faire transiter un peu différemment. Et c'est ce qu'on retrouve sur la vidéo de démo. On voit que dans le listing, quand on clique sur un produit, le produit se met de côté. C'est simplement cette règle-là qui diffère. L'acronyme de fin, on en aura vu beaucoup, mais j'aimerais quand même finir sur celui-ci. HWNGGYU, UVA will never give you up. Merci beaucoup, je m'appelle Klaus Mortreux.